Salut, c'est Cut Killer. Je vais vous présenter ma collection de disques sur Roumini. Autant te dire que ça va être une dinguerie parce que là, c'est juste une petite partie. Mais comment t'expliquer? Il y a tellement d'histoires. Dinguerie, Cut Killer. Alors déjà, tu penses que t'as combien de disques Écoute, ma collection de disques aux alentours de 35-40 000, je pense, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a une grosse partie qui est dans mon studio, une autre partie qui est dans des garde-meubles parce qu'il y a des trucs qui sont en désordre. J'ai toujours voulu avoir une grande collection de disques parce que quand j'ai vu celle de Dynasty, je faisais « Ah ouais, quand même !» Et donc du coup, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur ou autre. C'était juste, il fallait avoir une collection de disques. Dans chaque style musical, je pense que franchement, on était sur un bon 60% hip-hop et puis tout le reste, c'est tout ce qui a trait autour de cette musique afro-américaine et éclectique parce qu'en vrai... on s'est vite rendu compte que finalement, même dans la variété française, on pouvait sampler. C'est les Américains qui ont commencé à sampler les Français. On s'est dit, non, mais on est bête ou quoi? C'est abusé. Nous aussi, il faut qu'on essaie de diguer dans notre culture musicale et on s'est quand même mis dedans. Franchement, c'était chaud. Est-ce que tu te souviens du premier disque qui t'a marqué, que t'as acheté ou que... Le premier disque que j'ai acheté, c'était Run DMC. Run DMC, je l'ai préparé parce que celui-là, il est très technique à trouver. Ce disque-là, en fait, on l'avait acheté avec mon pote, c'est Run DMC It's Tricky avec Peter Piper et My Adidas aussi en face B. Mais j'étais pas DJ, on était danseurs. Et il nous fallait quand même un disque à nous pour pouvoir danser sur un morceau qu'on pouvait remettre à chaque fois. Alors effectivement, il y avait les cassettes, mais on voulait avoir un disque. Donc du coup, on l'a acheté à deux. C'était mon collègue danseur Adil. Et bien évidemment, quand j'ai commencé à être DJ, je fais « Bon, vu qu'il est à la maison, parce que je l'avais gardé, je vais te reprendre ta part, je vais rembourser sa partie, je l'ai gardé, Run DMC, parce que c'était un groupe mythique de l'époque et surtout, pour moi, un des premiers groupes qui a défrayé la chronique quand ils sont venus au Rex à l'époque. Premier concert où c'est parti en couille avec Beastie Boys et tout ça, mais c'était n'importe quoi. D'ailleurs, sur le Monde de Demain, en ce moment, il passe la petite partie où il y a Run DMC qui viennent en concert à Paris, où c'est parti en flèche uniquement parce qu'à l'époque, bien évidemment, en France, on parlait pas très bien anglais, donc du coup, c'est « Hey, ça va, motherfucker ?» Et les gens se sont dit « Quoi? Il nous a traités d'enculés ?» Et c'est parti en couille. Ça, c'était quoi? C'était 1985? Ah, ça, c'est 87, 86, 87, ouais, exactement, ouais. Et donc là, t'as 15-16 ans? Ouais, j'ai 14-15 ans, et puis on était dans une mouvance et on comprenait, et on essayait de se dire qu'on pouvait rentrer dans des endroits comme celui-là, mais bon, c'était très technique, hein. T'imagines que c'était waouh. Je regardais ça, je faisais ah, c'est super, oh merde, il y a des bagarres, oh mince. C'était technique. À quel moment tu t'es dit, je pense que mon truc c'est d'être DJ? 88, 89, il y a les championnats de DJ, il y a aussi Dynasty sur Radio Nova. J'écoutais beaucoup Radio 7, RDH, avec RLP, avec Sydney qui avait fait son émission à HOP. Mais en 84, quand ça s'est terminé, bah, il n'y avait plus rien, on essayait de se raccrocher sur quelque chose. Donc du coup, le mouvement hip-hop qui comprend plusieurs disciplines, le graphe, la danse, le beatbox, DJing et le rap, donc du coup t'essayes un peu de tout, mais c'est vrai que quand j'ai vu Dynasty officier, que ce soit à Radio Nova ou au Globo, j'ai dit c'est pas mal et tout, mais vraiment le déclic c'est quand Cash Money il est arrivé. Cash Money c'est un DJ américain qui est de Philadelphie, qui a gagné le championnat du monde de DJ. Quand il a fait sa démo, j'ai fait waouh, ah ouais non, ça c'est chaud, ça, non mais ça je vais faire ça. À cette époque-là, il y a Cash Money, mais il y a aussi Rigby Rakim. C'était l'époque de Paid in Full aussi. C'est I Know You Got Soul, c'est les maxi, c'est Far From Broadway. Il y a aussi le 45 tours de Paid in Full. Ça, c'est le premier morceau, en vrai, vraiment. C'est le premier morceau où, quand t'allais au Globo, personne dansait, et Dynasty, quand il le jouait, tout le monde commençait à être sur la piste de danse et tu disais waouh, comment il fait et tout, grâce à un morceau et tout. Avec Ben Rakim, ça c'est mes premiers classiques aussi parce que c'est des morceaux que je voulais avoir absolument. Public Enemy, c'est le groupe de l'époque où quand ils arrivent avec ce mouvement révolutionnaire de dire on défend l'afrocentrisme, les afro-blacks américains. Donc Cash Money, quand il arrive, il est dans cette mouvance-là aussi, hein. Donc du coup, il y avait déjà un mouvement, il y avait déjà des dingueries qui se passaient parce que
Là, à cette époque-là, 88 aussi, il y avait Rob Bez et DJ Easy Rock, mais tu vois, il n'y a pas la pochette, c'est normal parce que on fonctionnait. Mais comment il est? Comment on l'a mangé celui-là? Parce que toujours en double. Ah ouais. C'est toujours important d'avoir les disques en double parce que tu pouvais faire des passe-passe. À ce moment-là, t'as 17-18 ans quand tu commences. Ouais, quand je commence, j'ai 17-18 ans parce que allez, je cherche une passion et cette passion, c'est DJ. Il y avait cette envie de devenir DJ. La mouvance de la French Touch va arriver dans pas longtemps, mais on sait que l'électro commence à percer aussi. On sait que t'as beaucoup de clubs de jazz jazz, il y en a quelques-uns, mais on n'est pas aficionados, on est plus aficionados des soirées zouk, qui deviennent des soirées New Jack, qui deviennent finalement des soirées rap, mais quand on dit soirée, c'était plus dans des bars. Mais si tu faisais des soirées dans les MJC, ouais, une fois sur deux, t'avais des bagarres automatiques. C'était compliqué. À cette époque-là, je joue des classiques, Tribe Called Quest, Scénario. Tu vois, ça aussi, il a mangé. Hein. Ça, Beatnuts aussi. Ça, c'est des gros classiques de l'époque des années 90, de Books, ça c'est vénère de ouf. Tribe Called Quest parce que il y avait les débuts de Busta Rhymes, mais c'est aussi cette mouvance de danser, parce que la danse était automatiquement liée avec la musique que tu jouais. Il y avait un pas de danse en fonction de chaque musique presque. Il y a des périodes où tu étais en hype, la hype avec des morceaux comme Trilogy, comme Kid and Play, comme ouais, Sugar Beer aussi, putain, ça c'était fou ça. Sugar Beer, ça c'est des trucs où tu dansais en hype, tu vois, c'était impressionnant. Il y avait la culture TikTok avant même que ça arrive ici en France, tellement c'est abusé. Chaque morceau avait son style musical et son style de danse. Il y avait aussi la West Side qui arrivait. Tu vois, les débuts de Dr. Dre avec ses chroniques, t'avais les pas de danse de la West Side. Nous, on avait une réticence, on se disait, on peut pas aller à Los Angeles, parce que si on est habillé en bleu, ils vont nous prendre pour un Crips. Si on se trouve avec un bleu, ça va être la guerre, alors qu'on n'a rien demandé. À New York, tu peux t'habiller en bleu, rouge, vert, jaune, ce que tu veux. C'était ouf. Ouais, c'était une dinguerie. Donc du coup, ouais, West Side, moi, je me suis mis après. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une vraie mouvance et des vraies danses, j'ai fait, ah ouais, quand même, il y a un gros travail là-dessus. La routine pour un DJ de l'époque, c'était d'aller dans les magasins de disques pour pouvoir être le premier à pouvoir le jouer et qu'on te reconnaissait en fonction des styles. Moi, perso, quand je commence, 89 jusqu'à 95, je me pose pas de questions. Il faut que je sois le premier à avoir les disques. Donc, si on va pas à New York, il faut qu'on aille au magasin de disques et puis chercher à être le premier. Et plus tu es reconnu, et plus on te met en avant. Donc du coup, c'était une folie. Hein. Il fallait être très actif. La manière dont tu joues, la manière dont tu le mets en avant le disque dans une soirée, c'est une chose. Mais j'ai trouvé le biais des mixtapes pour mettre en avant la musique. Comme à l'époque, un top 50 où on avait un top référencé national en fonction des ventes. Nous, on faisait notre top à nous, en vrai. On se disait, là, ce mois-ci, il y a ça qui sort, c'est ça qu'il faut écouter, parce que si vous n'êtes pas au courant, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de... Les DJ, on est une espèce de premier influenceur en leur donnant des directions, mais pas en se disant qu'on va être l'influenceur, simplement de donner une information en vous disant, ça, c'est bon. DJ, c'était un curateur, en fait, avant tout. Ah là, mais on essayait, hein, mais on se posait pas trop de questions. C'était juste pour nous une passion. C'est comme si tu vas voir quelqu'un qui est dans une classique et tu dis comment tu fais ce pas-là. Écoute, il faut des années, ouais, mais j'aimerais bien apprendre. Mais non, il faut aller dans une école, donc il faut que tu fasses ça et ça. Nous, en tant que DJ, on te dit, si tu veux vraiment écouter de la bonne musique, on te donne les codes pour pouvoir écouter ça, et tu te feras ton propre avis. Et de là, tu peux devenir aussi spécialiste par la suite, mais il faut être passionné, en fait. Nous, on arrivait, hop là, c'est pas grave. Avec une espèce de petite caisse comme ça, et on se disait, voilà, comment on fait pour vendre dans un magasin, parce que tu disais, quand on avait un exemplaire, ça va, mais quand on commençait à avoir une collection, on arrivait comme ça, on disait, ouais, bon, aujourd'hui, on te propose ma nouvelle mixtape, ils voyaient ça, ils disaient, ah ouais, donc du coup, on avait la numéro 4, la numéro 5, la numéro 6. Il dit, ouais, tu peux en prendre genre 5 et tu vas voir, ça marche super bien. On faisait vendeur. On a sorti des mixtapes avec des artistes émergents de l'époque,
de Lunatic à Yam qui était déjà en place, mais qui donnait aussi une direction, parce que la mixtape, c'était vraiment l'exutoire, l'espèce de moment où tu pouvais sortir quelque chose qui n'était pas officiel, mais qui existait en fait. Et donc du coup, c'était un game de fou. Est-ce que tu faisais directeur artistique, tu choisissais la face B pour tel ou tel rappeur, ou c'était un choix en... Techniquement, quand tu achètes un disque, forcément, tu as toujours deux vocaux, un instrumental, puis une deuxième version, et puis de temps en temps, tu as toujours des phases B où tu as des morceaux qui sont pas commerciaux, entre parenthèses, donc c'est pas la phase A, et on utilisait la phase B, parce que si le morceau était connu, c'était déjà référencé comme, tiens, si c'est Das FX, ou si Eric Ben Rakim, ou si c'est Run DMC qui chante, ouais, mais ils chantent dessus. Alors que sur un morceau moins connu, tout de suite, tu pouvais te la réapproprier en te disant, ouais, c'est comme si c'était moi mon morceau. Et donc, du coup, on cherchait les phases B pour les rappeurs qui cherchaient quelque chose d'inédit pour pas être référencés dans un style. Et tu te souviens du premier freestyle que tu as enregistré là, chez tes parents? Le premier freestyle, c'était avec East et Fab, hein, c'est la numéro 1, c'était 90, hein, 89, 90. Il faut savoir que l'univers de la mixtape arrive avec la première mixtape d'IAM, le concept, parce qu'ils avaient fait un album au concept, et c'est Squat et Joey qui sont à Marseille, qui l'emmènent à Paris, puis tout le monde commence à parler de cette mixtape. Et du coup, je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Mais eux, ils ont fait des morceaux originaux, tu vois. Et c'est que quand je vais à New York que je vois qu'effectivement, les DJ là-bas se mettent dans un mode où ils prennent les phases B. Donc, du coup, je reproduis le modèle américain. Et comme j'ai mes rapports de proximité, East et Fab, bah, on fait le premier freestyle avec eux. Et puis après, comme on a un environnement où à l'époque, je suis vite rentré dans un game avec étant DJ Solar, étant DJ avec Timide et Sans Complexe, c'était des groupes de l'époque, et automatiquement le freestyle était déjà de base dans les concerts, parce qu'il y avait déjà des concerts d'MJC, des petits concerts de soirée. Et tu as été très productif. J'étais très productif parce que je voyais qu'en fait, en face, c'était très productif. Aux États-Unis, on avait 10 ans de retard. Donc, pour être, si tu veux, quelqu'un de confiance par rapport à un public, il fallait être constant. Donc, une fois par mois, il fallait sortir une mixtape. C'est pour ça qu'effectivement, les gens commençaient à se poser moins se poser de questions en se disant, bon, bah, il y a lui qui nous donne des références, donc du coup, il est constant, et bah, on va le suivre, forcément. On crée ce mode d'influenceur parce qu'on fédère des gens. Mais on ne se pose pas trop de questions à savoir si on va créer une communauté. On se dit simplement, plus il y a de gens qui écoutent, plus cette musique et cette culture va grossir. Ça, par exemple, c'est Lead Off de Straff, c'était l'époque de Dynasty, mais on a remis au goût du jour. Ça, c'est des groupes pas connus, Black by Demand, où ils avaient repris des classiques de soul, et on l'a saigné tellement. Ultramatic MCs, un des premiers concerts qu'on avait fait aussi avec IZB. Des gars qui sont pas connus sur ce label Syndicate, Abraham Syndicate, c'était n'importe quoi, Divine Styler. Tout ça, c'est des gens qu'on connaît moins. Southern Pepper, on connaît, mais la phase B, I Am Down, celle-là, on l'a ruinée, parce que ça, c'est fin 80. Et puis, dès qu'on est dans un mode 90, là, on passe sur du Nice and Smooth, on passe sur du... je sais pas, t'en sortir 60, hein, je vais te dire tout de suite, t'en as pour 2 heures. Du Jero de Namaja, par exemple, tac, avec les débuts de DJ Premier. Toi, c'était quoi à ce moment-là, ton morceau, ton classique, où tu sais, ça c'est Code Killer? Voilà. Tu peux juste l'aider, enfin. Ouais, Canon Posse. Ah, celui-là, là. Waouh, celui-là, j'ai tellement saigné celui-là que les gens croyaient que c'était moi qui l'avais fait, tellement c'était abusé. C'est un DJ qui s'appelle DJ Bobcat qui avait produit, et c'était vraiment un truc de DJ en même temps, mais de danseur, et il n'y avait pas beaucoup de rap, il y a une base dessus qui est extraordinaire. Et ça marquait un temps parce que il n'était pas connu. Et je l'ai rendu vraiment connu parce que je le pensais tellement que les gens se sont dit « Mais il est bien ce morceau !» Bah oui, tu m'étonnes qu'il est bien ce morceau. La particularité des DJ, c'est qu'on pouvait avoir des disques en double, donc forcément, il fallait qu'on prenne des moments. Comme en fait les débuts de Grandmaster Flash, de Couleur, qui eux reprenaient des disques de soul et reprenaient juste des parties en fait.
les gros classiques qu'on prenait, c'est les Ultimate Break and Beat. C'est une collection de vinyles avec 6 morceaux en général, mais que des classiques. Donc du coup, en fait, t'avais des classiques de soul, de funk, de break, où finalement, t'avais Manu Dibango, t'avais du Apache, du bongo rock. C'était ça en double, et tu reprenais en fait des petites parties, et tu pouvais en fait en faire comme à l'époque de Grandmaster Flash, des moments où à force de répétition, des rappeurs arrivaient, ils pouvaient rapper par-dessus. Le Cut Killer Show sur Nova, puis sur Skyrock, ça arrive à quel moment dans ta... Ça arrive en 94, 95, au moment où les mixtapes commencent à vraiment cartonner. J'avais fait la tournée de Solar, j'étais vraiment le DJ en vogue à cette époque-là, et Loïc Dury et Massadian m'appellent, et ils me convoquent, ils me demandent, nous on veut un show à l'américaine. Ok, pas de problème, je suis votre homme. Et donc je fais l'émission, et puis voilà, je pose pas de questions, j'y vais direct. Là, on fait tellement d'allers-retours New York qu'on a des connexions. Les maisons de disques veulent absolument que les artistes passent par mon émission. Là, c'était les débuts de Dabrat, les débuts de Wu-Tang, les débuts de toute l'époque de Bad Boy. T'avais de plus en plus de concerts à Paris, t'avais Mobb Deep, enfin bref, c'était hallucinant, quoi. Et à ce moment-là, j'étais dans un game tellement loin que mixtape, radio, là, j'étais intouchable. C'est à ce moment-là qu'en fait on switch, et t'as les maisons de disques qui commencent à m'appeler pour faire une compilation. Donc c'est l'extension de la mixtape à un grand marché. Mais à l'époque je disais ouais mais bon, je sais pas, moi je suis bien moi avec mon truc, ça marche bien. Maison de disques, je sais que je peut-être ça va pas. Je savais pas, j'étais un peu perplexe. Mais à l'époque je faisais des études de droit, et en même temps je me disais bon il va falloir choisir où tu vas dans le droit, où tu arrêtes la musique, où tu vas dans l'industrie. Et puis là j'ai dit bon bah ok vas-y, j'ai lâché mes études et je me suis lancé là-dedans. Et j'avoue que quand j'ai fait ma première compilation Universal, et là j'ai fait ah d'accord, alors on avait un rendement en milliers de francs dans la street, et là on est sur des millions. Waouh. Et là c'est comme ça qu'on commence avec WH. C'est à ce moment-là qu'effectivement on crée une industrie, parce qu'il y a plein de choses qui vont donner en fait l'environnement de se dire qu'on peut être professionnel, on devient entrepreneur comme aux États-Unis, et on peut le faire en France. Là j'ai dit ok vas-y on y va. Là ça c'est 2000, ça c'est Hip Hop So Party, ça c'est 5. Mais en vinyle, on a le Hip Hop Soul Party 3 qui sortent. Hip Hop Soul Party 3, c'est la première fois où tu fais un CD français, si je ne m'abuse. Exactement. Entièrement français. C'est le Hip Hop Soul Party 3, c'est là où Parce qu'en fait, en 96, le premier était plus R&B New Jack, le deuxième, vraiment hip-hop R&B mélangé. Et là, sur le 3, je me suis dit, sur une année, on peut pas faire la même chose. Donc, changeons de cuisine, faisons rap français, rap américain. Bah, boum. Là, je mets en mode de rap français, qui est déjà un game, mais en compilation, ça lui donne une plus grande envergure, parce qu'à l'époque, on en vend 100 000. Et à l'époque, vendre 100 000, c'était juste extraordinaire. C'est sur cette partie 2 française que tu places le fameux medley tiré de la haine. Donc, est-ce que tu peux nous parler de un peu ton blueprint? T'as cette scène dans la haine où t'as un super t-shirt Cypress Hill. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi t'avais choisi Cypress Hill. Écoute, c'était comment il s'appelle, Mathieu, qui était avec un pote à lui qui a fait ce t-shirt-là, et qui m'a dit cover. Qui me dit vas-y on va porter le t-shirt de Cypress Hill pour la scène, ça te dérange pas? Je suis bien sûr que non, ça me dérange pas, parce que moi j'étais arrivé en noir comme d'hab, sobre. Je me suis dit c'est comme la télé, il faut pas mettre les marques à l'époque. On fait cette scène qui dure 2 jours, parce que c'est technique, hein. Il y a pas de drone à l'époque, c'était un hélicoptère, mini hélicoptère télécommandé, donc c'était très technique. Et quand on fait cette scène et tout, on essaie de trouver un environnement, parce que le film parle quand même de violence policière de l'époque. Il y a une recrudescence de beaucoup de jeunes qui aiment pas la police, parce que voilà, ils ont une direction qui est bien posée. Police égale État, État égale c'est le bordel, on nous décrédibilise partout, donc du coup ça nous intéresse pas, et il fallait trouver un morceau. À l'époque, on n'avait pas trouvé sur le direct, hein, on a fait en montage en fait. Il y avait un morceau qui s'appelle Sound of the Police de KRS-One.
Ce morceau-là, c'était genre le morceau de l'époque qui décriait aussi cette violence policière. Et il y avait le fameux Police de NTM. Je lui ai proposé l'idée, ce serait bien de faire un morceau qui décrit un peu la police, mais tu vois, on avait Ministère Hammer qui avait déjà fait un truc, mais on pouvait pas mettre Ministère Hammer à cette époque-là. Et on a trouvé cet angle en fait. Et de là, il y a aussi l'intérêt commun de se dire comment on peut allier la culture française avec le rap américain. Et moi, en tant que DJ, c'était ça mon mode opératoire, c'était de mélanger beaucoup de styles en même temps et de faire en sorte que ça fonctionne. Et ça n'a pas loupé, hein. Et ça a marqué son temps, ça marque encore son temps. Moi-même, j'étais surpris. Mais c'est très drôle parce qu'on se posait pas trop la question, parce que pour nous, c'était un morceau qui fonctionnait avec la scène. On se disait pas que ça allait fonctionner en dehors de la salle de cinéma. Simplement, c'était pour la scène. Mais tu commences aussi à produire des artistes. Tu parlais au début de tes deux comparses, East et Fab. C'est le moment où vous réalisez un de vos premiers disques. Ouais, le premier disque, parce que East s'en va malheureusement d'un accident, donc forcément, quand je suis avec Sony, j'ai une envie particulière de faire mon premier maxi avec East, malheureusement qui est disparu. On a fait ce premier maxi parce que c'était important pour nous. Même s'il n'est pas là, il est toujours là. Donc du coup, on se dit qu'on va créer cette dynamique. Donc East, pour moi, il est là. Hein, donc ça bouge pas, hein, quoi qu'il arrive. C'est le premier maxi de mon label WH. Et puis dans la foulée, je signe des artistes, je signe Fab. Parce qu'il sort de chez Unique Record et qu'il a envie de se remettre dans un mode de 2.0 de l'époque. Et puis signe 113 en coprod parce que le premier album fonctionne, mais aucune maison de disque veut gérer toute la mafia Quinfri, tout ça. Donc du coup, on s'allie pour créer l'album 113, Les Princes de la Ville. La pré-prod de l'album s'est faite dans mon studio. Comment t'expliquer que c'était... il y avait, tu vois, à Londres, le matin, brouillard, sauf que ça fumait partout, c'était abusé. Mais c'est pas ça le problème, vraiment. Le problème, c'est que ça défilait tout le temps. On pouvait rester en studio pour la pré-prod de 10h du mat jusqu'à 5h du mat. Le problème, c'est que ça défile trop, ça défile. Et la condition sine qua non pour qu'on arrive à faire cet album, c'est on a imposé d'un commun accord avec le groupe de se dire bien un studio à Toulouse, Polygone, on va enregistrer là-bas. Comme ça, c'est sûr que tout le monde va pas venir. Parce que sinon, jamais on finira l'album. Ici, là, jamais. En une semaine, on ne peut même pas faire 2 morceaux, tellement c'est abusé. Y a pas, ça parle 2 minutes, ça se dit, ça s'embrouille là, ça parle de... non, c'est mort. Donc on a réussi à faire l'album à Polygone, c'est grâce à ça qu'on a pu d'ailleurs finir cet album. Et moi j'arrivais, j'écoutais, je faisais... Mais bien sûr, les gars, c'est ça, on est bon là, c'est bon, on va tout niquer, ça c'est bien. En tant que producteur, vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, t'inquiète, je gère, Il y avait de temps en temps des équipes qui descendaient, mais ça va, c'était gérable. L'univers de l'électronique est déjà affilié en fait avec le hip-hop et on sent que sur cet album-là, particulièrement, Mehdi avait travaillé la sonorité pour que ça soit vraiment quelque chose que tu pouvais pas écouter ailleurs. Cet album 73, il n'y a pas d'équivalent, si tu veux, dans ce milieu-là. Il y a une sonorité qui est propre à 113 et surtout une intégrité au niveau des paroles et du fonctionnement de Vitry 9.4 qui est propre à eux, quoi. Donc du coup... aux maquettes, on sait. Par contre, quand on arrive en def, non, c'est pas on sait. C'est tellement. Je me suis assis, j'ai fait les gars. Comment on va faire Parce que ça, c'est juste, c'est une déflagration. Donc, comment on va faire pour gérer? C'est l'album qui nous a vraiment mis sur la carte des maisons de disques parce qu'on arrive à faire platine et qu'on a des hits de ouf et qu'on est très intègre, qu'on lâche pas l'affaire parce qu'on se dit c'est un album qui représente vraiment notre univers. Là, c'est la street qui va jusqu'aux victoires de la musique parce qu'on gagne 2 victoires de la musique, dont un du public, ce qui est juste le summum pour nous. L'industrie qui remercie 113, c'est une chose, mais que le public soit là, donc là on a dit ok merci, c'est bon, on a fait le taf, WH, on était bien.